Déjà là? Bon, très bien, donc rentrons directement dans le vif du sujet, les totémisés. Tout comme les druides et les chamans, il y a des personnages qui sont capables de véritablement faire corps avec la nature, ce qui leur permet d'avoir des aptitudes animales, telles que par exemple Vixen ou Silverclaw. D'autres pourront donner des ordres aux espèces végétales, telles que Poison Ivy ou Plantman. Ouais, vous ne rêvez pas, il y a bien un vilain de Marvel qui s'appelle Plantman. Ces personnages n'incarnent pas forcément une valeur morale ou idéologique, mais vont bénéficier d'une très forte aura grâce à l'animal totémique auquel ils sont rattachés. Et cela même pour les personnages dépourvus de pouvoir, tels que Batgirl et Black Widow. Holy moly! Pour ce qui est des animaux représentés, tout le bestiaire jusqu'au plus petit insecte y est passé. Sachant que chez nos amis les bêtes, l'espèce où il y a le plus de diversité sont les volatiles, vous ne serez pas surpris que bon nombre de personnages se donnent des noms d'oiseaux. Même si la notion de bien et de mal n'existe pas dans le règne animal, nous autres, humains, avons tendance à attribuer certains animaux aux héros et d'autres aux vilains, selon s'ils sont considérés dans l'inconscient collectif comme étant nobles et forts, ou au contraire lâches et repoussants. Prenons par exemple deux personnages qui ont pour totem un rapace, Hawkman et The Vultures. Le premier est un être brutal, mais d'ascendance royale, et il se bat pour la justice, ce qui en fait un personnage noble. Le deuxième, en revanche, est un voleur aux méthodes fourbes et cruelles, ce qui en fait un vilain. Aussi fascinants que puissent l'être les totémisés, ils le sont beaucoup moins que les élémentaux qui sont probablement les êtres les plus puissants de l'univers des comics. Évidemment, la plupart d'entre eux savent voler. Oui, c'est bien! Vous avez écouté la précédente vidéo, je suis fier de vous! Alors nous allons commencer par mon élément préféré, source d'espoir et de chaleur, mais aussi de peur et de destruction, le feu! La pyrokinésie accorde le contrôle partiel ou absolu de l'élément du feu. Il permet de créer et de manipuler des flammes, pouvant lui donner des formes, ou tout simplement projeter des micro-ondes, et pouvant jusqu'à créer des chaleurs équivalentes à celles d'une supernova. Le record actuel est détenu évidemment par Johnny Storm, des 4 Fantastiques. A l'instar des speedsters ou bolides, les pyros sont d'une nature provocatrice, impatiente, voire même impulsive. Pour ne pas devenir aussi destructeurs que le feu puisse l'être, ils doivent garder un certain self-control et sont souvent accompagnés d'un garde-fou pour ça. Et quel meilleur élément pour cela que la glace? Vous avez sûrement instinctivement pensé à l'eau, mais mis à part Hydro-Man, un obscur adversaire de Spider-Man, et mis à part les Atlantes, les personnages liés à l'eau sont vraiment rares dans les comics. La raison est sûrement visuelle. En effet, il est beaucoup plus facile de dessiner des structures de glace que des projections de jets d'eau. C'est sans doute pour cette raison que les scénaristes et dessinateurs de comics se sont reportés sur les cryogénistes. Pour ce qui est des manipulateurs de glace, leur pouvoir se manifeste de la même manière que pour celle des pyros. Ils peuvent créer des formes, comme par exemple des cocons pour se protéger. Les boules de feu sont remplacées par des pics de glace ou des boules de neige. Les jets de flammes sont changés en rayons réfrigérants. Et au lieu de s'envoler dans les airs grâce aux flammes, ils utilisent des colonnes de glace, ce qui leur donne un côté surfeur des Alpes. C'est dans leur personnalité que se joue toute la différence. Comme je disais, les pyros sont plutôt impulsifs, moqueurs, fonsards. Les cryogénistes, eux, sont d'un naturel froid, distant, calculateur et cruel. N'oubliez pas que la vengeance est un plat qui se mange froid. La rencontre entre les descendants de Prométhée et les maîtres des glaces peut donner lieu à de redoutables partenariats, comme par exemple Captain Cold et Heatwave, ou la Torche Humaine et Iceberg, ou à d'incroyables affrontements d'envergure titanesque. Et je pense là à Firestorm et Killer Frost. Le feu et la glace sont les éléments les plus représentés dans les comics. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas parler des autres éléments, alors continuons avec la terre et le métal. Les personnages doués d'une super force et d'invulnérabilité sont souvent rattachés à ces éléments, tout simplement parce que la puissance de leur force peut fissurer le sol ou détruire des immeubles, provoquer des ondes de choc en claquant des mains, et la dureté de leur peau stoppe les balles et brise n'importe quelle arme. Ce n'est pas sans raison que le premier super-héros de l'histoire, oui, on sait que c'est toi Clark, c'est pas la peine de te la péter, est surnommé l'homme d'acier, The Man of Steel. C'était vraiment insupportable.
En dehors de ces personnages un peu classiques, il y a pourtant des villains et héros ayant pour capacité de produire des séismes de grande envergure. Moose Magnum, séisme, Terra ou même Quake. Ce n'est pas un pouvoir très populaire. Passons au quatrième et dernier élément dans le sens aristotélicien, les aériens. Celles et ceux que je nomme ainsi sont évidemment les manipulateurs du vent. Ils sont capables de créer des tourbillons, de se déplacer au cœur de petites tornades, amortir des chutes en créant des coussins d'air. C'est un pouvoir très puissant et il pourrait être très intéressant pour les artistes de comics, mais en fait, très peu de personnages rentrent dans cette catégorie. Vous pouvez y trouver Red Tornado de la Justice League, Turbo des New Warriors et Cyclone des Maîtres du Mal. Si les aériens sont assez rares, je pense que vous l'aurez deviné, c'est parce qu'ils sont souvent éclipsés par les bolides. Et oui, faire des tourbillons, d'amortir des chutes ou créer des coussins d'air, tout ça sont des choses dont sont capables les bolides. Mais les speedsters ne sont pas les seuls à faire de l'ombre aux maîtres du vent. Il y a aussi les maîtres du climat. Car même si les bourrasques de Red Tornado ou Cyclone peuvent être très impressionnantes et violentes, elles ne sont rien face aux tempêtes, aux blizzards, aux tonnerres que peuvent engendrer Storm des X-Men ou le dieu Thor. Je ne vais pas épiloguer sur Storm et Thor, vous les connaissez sûrement, vous savez à quel point ils sont puissants et charismatiques. Je préfère profiter de cette tribune pour mettre en avant des personnages avec qui le courant passe un peu mieux. Ladies and gentlemen, préparez-vous à avoir le coup de foudre pour les survoltés. That's not funny. That's not... Ok, très bien. Nous allons donc retourner à un style un peu plus classique et sobre. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre de quoi ces dynamos vivantes sont capables. Cela semble plutôt évident d'ailleurs. Décharge au corps à corps, lancer d'arc électrique. Ils se rechargent en absorbant l'énergie grâce à des fils électriques ou en recevant une rafale. Ils peuvent peut-être même se déplacer à travers les réseaux. Et parfois, selon leur niveau intellectuel et leur capacité de concentration, peuvent aller jusqu'à créer des boucliers électromagnétiques. Lorsque j'ai commencé à répertorier les pouvoirs des héros et vilains au vu de la préparation de cette vidéo, j'ai pu constater qu'à peu près 90% de ce que je nomme les survoltés étaient des vilains. Si on y réfléchit bien, c'est un peu logique car c'est un pouvoir très agressif. Et comme nous aurons probablement pas l'occasion de reparler de ceux dotés de pouvoirs électriques, je vais en profiter pour vous parler brièvement de deux de mes chouchous, Electro de Marvel et Black Lightning de DC. Commençons par Electro. Apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man numéro 9 de février 1964, Max Dillon est un électricien chargé de l'entretien des lignes à haute tension, omnibulé par l'argent. C'est un être avare et opportuniste. Lorsqu'on lui demande de secourir un de ses collègues en difficulté, la première chose qu'il fait, c'est de s'allumer une cigarette en demandant un bonus pour prime de risque. C'est lors de cette intervention qu'il est frappé par un mystérieux coup de tonnerre et hérite de ses pouvoirs. Évidemment, une fois qu'il aura appris à contrôler un minimum ses nouveaux talents, Max Dillon décidera de les utiliser pour se faire du fric facile en braquant des fourgons de banque et notamment en volant l'argent de Jonah J. Jameson. La confrontation avec Spider-Man était inévitable et Electro en sortit vainqueur. Mais c'était sans compter sur la détermination de notre sympathique ami l'araignée qui remporta le second round vêtu pour l'occasion d'une paire de bottes et de gants en caoutchouc. J'adore ce mec. Par la suite, Electro rejoindra les Sinister Six de Dr. Octopus. Cette association lui permettra d'améliorer son équipement et d'en apprendre un peu plus sur ses pouvoirs, comme par exemple réussir à créer des impulsions électromagnétiques provoquant des blackouts dans des quartiers entiers de New York. Son fait d'arme le plus notable est d'avoir court-circuité le système de sécurité du Raft, libérant ainsi des centaines de super criminels, une chose que Spider-Man et les Avengers n'ont pas vraiment appréciée. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Electro grâce au film Amazing Spider-Man 2, et pour tout vous dire, même si la version Freaks, monstre de foire, est certes très classe, je n'en suis pas fan. Passons maintenant à Jefferson Pierce, The Black Lightning. Là encore, c'est probablement un personnage que vous ne connaissez pas. Alors, pourquoi vous en parler? Tout simplement parce qu'il fait partie de l'histoire. C'est l'un des premiers super-héros d'origine afro-américaine à avoir reçu sa propre série. D'autres Black Heroes avaient vu le jour avant lui, tels que The Falcon, Black Panther, John Stewart en tant que Green Lanterns, mais à l'exception de Power Man, qui avait sa propre série connue sous le nom de Luke Cage Heroes of High, la plupart des personnages apparaissaient en tant que sidekick, faire valoir, dans les séries des autres super-héros, tels que Falcon, au cœur de la série Captain America.
Apparue pour la première fois dans Black Lightning numéro 1 au mois d'avril 1977, la série était scénarisée par Tony Isabella qui auparavant avait travaillé sur Luke Cage pour Marvel. Ce comics nous présente Jefferson Pierce, un ancien médaillé d'or olympique vivant à Suicide Slum, l'équivalent de Harlem dans la ville de Superman. Il y vit avec sa femme et sa fille et occupe le poste de principal au lycée Garfield. Lorsqu'il était jeune, son père journaliste fut assassiné par une mafia locale, The 100, ce qui le poussa à quitter la ville. Son pouvoir électrique était inné et il passa plusieurs années à apprendre à en garder le contrôle afin de ne blesser personne. Après son retour et sa prise de fonction dans l'éducation, un de ses étudiants est tué en place publique par la mafia. Marqué une nouvelle fois par la mort d'un proche, Jefferson s'inspira de la phrase de Milo Sweetman « Justice as a lightning should ever appear some people hope, some others fears ». Ainsi naquit Black Lightning. L'un des moments les plus marquants de sa carrière fut le jour où il refusa la proposition d'intégrer la Justice League faite par Superman. Et rien que pour ça, j'adore ce mec. Regardez-moi Clarky comme il a l'air con. Il préféra intégrer le groupe des Outsiders de Batman, avec qui il a clairement beaucoup plus d'affinités psychologiques. Il participera tout de même à quelques missions de la Justice League, notamment le sauvetage de Red Tornado, la chute de la société secrète de Lex Luthor et aida à repousser les hordes d'Atlante d'Ocean Masters. Une série télé est prévue pour ce justicier en janvier 2018 sur CW et j'avoue être très impatient de connaître le résultat. Je ne peux pas terminer ce paragraphe sur les éléments sans vous parler des 4 éléments fondateurs de notre univers. Autrement dit, ce qui le constitue, la gravité, l'énergie électromagnétique et les énergies isotropes fortes et faibles. Évidemment, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des personnages qui possèdent la capacité de faire littéralement plier les lois de la physique sous leur volonté. Alors vous me direz, c'est déjà le cas des autres personnages. Alors oui, mais là, c'est pire. Et ça va nous amener à un problème récurrent dans les comics de super-héros, les powerful, too much powerful. Dans cette catégorie, vous pouvez trouver entre autres Dr Polaris, un ennemi de la Justice League et de Green Lantern, Graviton, le maître de la gravité, Radioactive Man, des maîtres du mal, et Molecule Man, un ennemi des 4 fantastiques qui peut changer la structure moléculaire de quelque chose, quelqu'un, par simple volonté. Attendez, je crois que j'oublie quelqu'un. Sentry. Ah oui, l'homme à la puissance d'1 million de soleils. Notons aussi les membres de la famille Lancher avec Lorna, alias Polaris, Wanda, la sorcière rouge, capable de modifier les probabilités en un claquement de doigts, et Eric, évidemment, alias Magneto, le maître du magnétisme, ainsi que Jean Grey, le phénix noir. Sa télékinésie est tellement puissante sous cette forme qu'elle a une emprise sur les atomes pouvant absorber l'énergie d'un soleil et même figer le temps. Cette catégorie de personnages powerful est un problème autant pour les artistes que pour les lecteurs. Ces êtres sont dotés d'une telle puissance qu'il est difficile de créer des épreuves qu'ils ne pourraient pas surmonter et donc il est difficile pour le lecteur d'éprouver de l'attachement ou de l'inquiétude pour eux. Alors certes, ça donne des scènes véritablement dantesques au cinéma ou dans des sagas de courte durée, telles que Ultimatum, où Magneto, voulant venger la mort de sa fille, amplifie ses pouvoirs et provoque l'inversion des pôles. Mais sur du long terme, un personnage powerful est ingérable. Il devient même néfaste pour le développement des autres personnages. Pour remédier à ce problème, il faut que les personnages possèdent un talon d'Achille, quelque chose qui puisse les affaiblir au point qu'on puisse les blesser, voire même les tuer. Il y a, comme toujours, 2 grandes écoles, ou plutôt 2 politiques d'édition, celle de DC et Marvel. Oui, encore et toujours. Soyons honnêtes, les 2 sont absolument barbantes. Vous connaissez tous le plus grand point faible de Super Sleep, la kryptonite. Il en existe plusieurs variétés, mais la plus célèbre reste la kryptonite verte. Ces radiations empoisonnent l'homme d'acier et le rendent vulnérable à n'importe quelle forme d'attaque. Mais en fait, tous les plus grands héros de DC ont leur kryptonite. Les différentes incarnations de Flash craignent le froid, car ils ralentissent ses mouvements. Les pouvoirs du premier Green Lantern étaient inefficaces face au bois. Quant aux suivants, en l'occurrence Hal Jordan et John Stewart, leurs pouvoirs se retrouvent inefficaces face à la couleur jaune, et je peux vous jurer que ça donne des scènes sacrément ridicules. Pour ce qui est d'Aquaman et Martian Manhunter, leurs points faibles sont grosso modo les fortes températures. Aquaman perd de sa puissance hors de l'eau et dans les environnements désertiques, et les Martiens, malgré toute leur puissance, prennent peur dès que vous craquez une petite allumette. Le point faible de Wonder Woman est son lasso de vérité. Le lasso est réputé pour être incassable, et cela même par elle. Il suffit alors de lui voler et de l'étrangler avec. Et pas besoin de super pouvoir pour ça.
Le seul qui n'est pas de point faible, c'est le Chevalier Noir. Because I'm Batman. Si l'utilisation de ces points faibles était ponctuelle, ce serait supportable, mais dans les années 50 et 60, il était très fréquent que les artistes aient recours à ce mécanisme afin de créer une situation périlleuse pour nos héros. Tellement que la kryptonite a fini par devenir un running gag, et on se demande même si on ne peut pas en trouver chez le droguiste du coin. J'entends les fans de Marvel se moquer et rire de la distinguée concurrence, mais ce n'est pas mieux chez la Maison des Idées. Tous les personnages de Marvel atteignant le stade quasi divin finissent par plonger dans la démence et se transformer en épreuve pour les autres héros, les poussant même parfois à devoir les tuer. Il y a quelques minutes, j'ai parlé de Magneto, mais il y a aussi Jean Grey dans la saga du Phénix qui aura droit à un procès au cours duquel elle finira par être tuée par Wolverine. N'oublions pas non plus les innombrables pétages de plomb de Hulk qui poussera certains héros à l'envoyer dans l'espace. Il y a aussi les multiples dépressions de Wanda, dont la plus terrible la poussera à tuer la moitié des Vengeurs et ira jusqu'à modifier la réalité pour pouvoir avoir des enfants, puis la rechangera à nouveau, causant ainsi la disparition de millions de mutants. Dernier cas, et pour moi ce fut l'un des plus affreux, Onslaught. Mutant surpuissant né d'un mélange de Psyché, du professeur Xavier et de Magneto. Cette créature engendra la disparition des 4 Fantastiques et des Vengeurs. À travers ce florilège d'exemples, je voulais montrer que Marvel a une fâcheuse tendance à résoudre les crises de la même manière et vous faire comprendre à quel point les personnages surpuissants peuvent être un handicap dans l'univers des super-héros. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre. J'espère que vous avez saisi. Héros, vilaines, hommes, femmes peuvent avoir des aptitudes, pouvoirs, capacités similaires. Ce n'est donc pas leur niveau de puissance qui compte, mais l'utilisation qu'ils en font et la cause pour laquelle ils se battent qui permet de faire véritablement la différence entre eux et peuvent les rendre exceptionnels. Je vous remercie pour votre attention et votre temps et je vous promets que la prochaine fois, nous aborderons quelque chose d'un peu plus léger. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Tales of Comics. Ciao.